Ce que je vais faire là, pendant 45 minutes, c'est vous parler du design en permaculture. C'est quoi un design en permaculture? À quoi ça sert? Et puis surtout, je vais vous montrer comment moi je l'ai créé. Comme ça, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous ayez des bonnes bases, suffisantes en tout cas pour que vous puissiez créer votre propre design en permaculture. C'est ça que j'ai envie que vous soyez en mesure de faire. Alors on n'a que 45 minutes, donc c'est un petit peu limité, on va rester un petit peu en surface, mais ça va être quand même suffisant. Merci à tous ceux qui montrent leur tête, ça me fait plaisir. Super. Alors, on commence. Je me présente un petit peu. Natacha m'a brièvement présenté. J'ai refait une petite place. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est Raph. J'ai lancé l'année passée mon business parce que voilà, c'est vraiment ça. J'étais en recherche de sens en fait. Et puis j'ai découvert la permaculture. C'était le coup de foudre. Absolument, j'adore ça. Et puis je viens du monde du jeu vidéo. Ça fait 12 ans, 13 ans que je crée des jeux vidéo. Donc j'ai ramené toutes mes compétences de création de jeux vidéo que j'ai mis au service de la permaculture dans la création de design. Du coup, je l'ai fait en 3D, un peu comme l'image que vous voyez juste là. Ça, c'est un design qu'on a fait. Enfin, on peut se promener dedans comme dans un jeu vidéo. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais aussi plus tard. Donc voilà, on fait des designs, on accompagne les communautés pour la plantation et je fais des formations présentielles, online. C'est parti. Alors, c'est quoi un design en permaculture? Tout d'abord, il y a le mot design. Le design, c'est le plan de l'aménagement. En gros, on a notre écosystème, hein, notre terrain, notre jardin, on a les arbres, tous les éléments qui se trouvent dedans, donc les arbres, le cabanon, les chemins, les voisins, les oiseaux, le vent, tout ça. On va placer tous ces éléments dans l'écosystème. C'est ça le design en fait. La permaculture, c'est quoi? C'est une philosophie dont l'objectif est d'améliorer l'écosystème de la manière la plus efficace possible. Alors améliorer, c'est simple, tu plantes un arbre, l'arbre il va venir faire des racines qui vont ameublir le sol, qui vont chercher les nutriments. Donc un arbre va améliorer ton écosystème. Okay, il va être plus autonome, plus résilient, simplement parce que tu as planté un arbre. Mais juste planter un arbre, c'est pas très efficace. Donc efficace, c'est quoi? Efficace, ce que je mets là, oui, c'est ça. C'est quand tous les éléments de l'écosystème ont plusieurs fonctions. Je m'explique. Tu as un cabanon dans ton écosystème, dans ton jardin. On se dit, il a une fonction, c'est quoi? C'est de stocker les outils. Mais une fonction, c'est pas assez. Moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que quand vous reprenez tous les éléments de votre écosystème, donc le chemin, la clôture, les arbres, le cabanon, trouvez au minimum 3 fonctions pour chacun de ces éléments. Donc si je reprends l'exemple de mon cabanon, stocker les outils, c'est cool. Ça peut servir de support pour des grimpantes, la vigne, des kiwis. L'hiver, moi je mets mes poules dedans, 3 fonctions. Avec le toit, je peux venir récupérer l'eau de pluie, 4 fonctions. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, ça peut faire de l'ombre, donc ça va protéger du vent aussi un petit peu, même si ça va créer des turbulences, ça va protéger du vent à certains endroits. Donc là, j'ai 5-6 fonctions déjà rien qu'avec le cabanon. Et ce que je vais devoir faire, moi, c'est utiliser toutes ces fonctions au maximum. Là, on commence à devenir efficace. C'est vraiment ça le mot efficace. Okay, et pour chacun des éléments, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait plusieurs interactions avec chacun des éléments. Donc, je vous donnais l'exemple du cabanon. C'est un élément. On a des poules. L'hiver, je les mets dedans, on a une interaction. Okay, j'ai une courge qui va grimper, j'ai un kiwi qui va grimper, j'utilise le cabanon, on a une interaction. C'est vraiment ça que je veux, en fait. Un maximum d'interactions, un maximum de fonctions utilisées. Donc si je reprends le design en permaculture, c'est quoi? C'est l'art de placer les éléments dans l'écosystème de la manière la plus efficace possible. Et efficace, je vous le redis, c'est utiliser au maximum les fonctions des éléments et faire interagir les éléments les uns avec les autres. Voilà. C'était un peu théorique, mais c'était important de placer ça, je trouve. Ok. Et ben voilà, ça c'est une photo de mon jardin, où je vous montre justement mon cabanon. On peut voir, tiens, je vais mettre pointer. J'ai ma courge ici qui utilise le support pour grimper. Sur mon toit, je récupère l'eau de pluie ici dans un bassin, donc j'ai jamais besoin d'aller chercher l'eau courante. Je l'ai là en fait, tout simplement à côté de mon potager. Donc l'art de placer les éléments est important parce que du coup, mon potager, je l'ai mis à côté d'une source d'eau. Si j'avais mis le potager beaucoup plus loin, ça aurait été un peu plus compliqué et moins efficace. Donc voilà, c'est vraiment ça l'art de faire le design en permaculture, c'est de placer les éléments aux bons endroits pour qu'ils puissent interagir les uns avec les autres au maximum. Ok. Maintenant, je vous parle un petit peu des outils. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour faire le design en permaculture? La première chose que vous allez avoir besoin, c'est le plan de votre terrain. Alors oui, vous pourriez simplement prendre un bout de crayon, un bout de papier, le dessiner, mais ça va prendre un petit peu de temps, ça va peut-être pas être aussi précis. Prenez simplement le cadastre papier si vous y avez accès.
Donc c'est le cadastre papier, c'est ça. Voilà, ça c'est le cadastre de mon terrain. Moi j'ai ça. Ok, donc je peux réutiliser ça, c'est super intéressant parce que j'ai les dimensions exactes. Là j'ai effacé quelques mesures, mais j'avais aussi les mesures. Ici je voyais quelle était la distance de cette surface-là. Je peux voir que j'ai un fil électrique qui est ici, j'ai mes clôtures, je peux voir où est ma terrasse, où sont les petits escaliers. Donc ça va être utile après pour aller placer les éléments dans mon écosystème, okay. Placer les plantes, les arbres et tout ça. Donc j'utilise ça. Par contre, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas l'orientation, j'ai pas la position de tous les arbres, j'ai pas l'emplacement de mon parking exactement. Donc, ce que je fais aussi, c'est que je vais chercher sur Internet. Il y a la carte interactive de Québec. Je vous montre vite fait. La carte interactive, c'est ça. Ok, donc c'est un site web. Vous tapez sur Google carte interactive de Québec et vous arrivez sur une grande carte comme ça. Vous pouvez zoomer dessus. Ok, et puis vous pouvez sélectionner un terrain quand il a fini de charger. Vas-y mon gars. Et ce qui est très cool, c'est qu'on peut prendre des mesures aussi. Ok. Donc si par exemple vous vous demandez, mais tiens, c'est quoi la distance voilà, de ce bâtiment-là, vous choisissez ça, vous cliquez, et vous pouvez voir que ça fait exactement 10 mètres.4. Donc c'est un outil qui est gratos, qui est à disposition, donc utilisez-le pour connaître les mesures en fait. Ok. Donc ça c'est la carte interactive de Québec. Par contre, c'est que pour Québec. Donc si vous n'habitez pas à Québec, il existe d'autres sites là, vous devrez faire des recherches parce que chaque municipalité a son propre site. Donc tapez cadastre, carte interactive avec le nom de votre municipalité. Par exemple ici, pour une cliente, c'est son expiré. Il va vous recharger. Voilà, pour la municipalité de Saint-Guillaume, dans Google, j'ai trouvé ça et donc je peux aller zoomer et j'ai accès à quelques informations aussi. Tous les sites ne se ressemblent pas. Par exemple ici, j'ai pas trouvé l'outil de mesure. Mais ça donne en tout cas l'orientation, qui est assez pratique. Je relance la présentation. Ensuite, Google Maps, ça marche super bien Google Maps. Sur Google Maps, je peux voir la position de mes arbres, je peux voir, ici j'ai un potager, là j'ai une dalle qui ne se trouve pas sur mon cadastre. Et donc je vais récupérer les informations de ces trois sites-là, de ces trois sources-là en tout cas, pour créer le plan de mon design. Okay. Donc utilisez-le aussi, ça marche bien. Maintenant qu'on a le plan, quel outil numérique on va aller utiliser. Alors il existe toute une panoplie d'outils. On peut aller du plus simple au plus complexe. Alors le plus simple, c'est le papier et le stylo. Ça, tout le monde est en mesure de prendre un bout de papier, un stylo et de dessiner dessus. Par contre, on peut aller sur quelque chose de très complexe. Là, c'est ce que moi j'utilise. C'est un logiciel pro. Par contre, complexe, c'est toujours très relatif. Si vous avez dans l'habitude d'utiliser des outils un peu plus pro, on va en voir quelques-uns, allez-y, utilisez-le. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, allez vers quelque chose de plus simple. Quand on va vers quelque chose de plus simple, il faut comprendre que c'est aussi plus lent, moins efficace. Par exemple, si on prend un morceau de papier et un stylo, et que vous placez quelque chose sur votre plan, par exemple un arbre, et que vous dites, ah non, l'arbre, j'aimerais le déplacer, il n'est pas au bon endroit, avec un stylo, il faut l'effacer, il faut le redessiner, c'est un peu plus complexe. Alors qu'avec des outils pro, ça prend 2 secondes, on déplace et ça marche, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même un juste milieu à aller trouver. Et pour moi, ce juste milieu, dans la partie plus simple, mais un peu moins efficace, c'est PowerPoint. PowerPoint fait très bien le boulot, ça marche vraiment très bien. Vous pouvez mettre des images dedans, vous pouvez dessiner par-dessus, vous pouvez dessiner vos petits arbres, dessiner la mare, les points de récupération d'eau et tout ça. Et ce que moi j'utilise aussi, c'est Photoshop. Ça marche vraiment très bien. Il y a une version gratuite qui s'appelle GIMP. Donc moi je dirais, si je vous dis Photoshop et que vous vous sentez à l'aise, allez sur Photoshop ou GIMP. Okay, si je vous dis Photoshop et que ça vous fait un petit peu peur, vous dites oulala, qu'est-ce que c'est ça? Allez sur PowerPoint. Si je vous dis PowerPoint et que pareil, vous dites oulala, ça va un peu peur, allez sur papier et stylo, c'est ok. Donc c'est très relatif en fonction de vous, de votre aisance avec tous ces outils-là. Choisissez un outil qui vous va bien. L'idée, c'est pas de perdre du temps à essayer de comprendre comment fonctionne un outil, c'est d'aller créer directement un design. Okay, Photoshop, ça ressemble à ça. Ok, je vous montre vite fait. Voilà, ici j'ai un design. Ce qui marche bien avec Photoshop, c'est que je peux afficher différentes couches assez facilement. Donc je peux voir l'ensoleillement que j'ai fait moi-même, les limites du terrain, mes points d'eau et tout ça. Okay, ça, c'est ce qui marche très bien avec Photoshop. J'utilise ça avec mes clients. Okay. Ok, maintenant vous avez le plan, super. Vous avez l'outil que vous avez utilisé. Prenez le temps de réfléchir à celui qui vous convient le mieux. Maintenant, on va faire la première étape de création du design, c'est d'aller observer le terrain. C'est hyper important d'aller observer le terrain. Ça va nous permettre de récupérer tout plein d'informations
qui vont nous permettre de placer au mieux tous les éléments de l'écosystème. Ah oui, comme c'est une formation ici, une présentation qui dure 45 minutes, je ne vais pas avoir le temps d'aller entièrement dans le détail. J'offre une formation, elle est gratuite. Vous allez sur mon site web ou sur la page du ROC, il y a un lien, c'est gratuit, je vous l'offre, ça me fait plaisir, où je vais plus dans le détail, où je vous parle comment démarrer en permaculture en fait. Donc je parle des observations et je parle même aussi de choses pratiques, comment concrètement je vais aller créer de la fertilité. Non, ok. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, c'est cadeau. Voilà. Première observation. Le sol. Alors, ça va être important de savoir quel type de sol vous avez. Pour ça, c'est facile. On fait le test du bocal. Tapez YouTube test du bocal si vous voulez plus d'explications. En gros, vous prenez un pot maçon. Vous allez creuser dans votre jardin. Vous ne prenez pas la première couche. Vous enlevez le gazon, donc les 10 premiers centimètres. Et là, après, dès que vous êtes dans la terre, vous allez chercher la terre. Vous remplissez à moitié. Vous mettez un petit peu d'eau dedans, vraiment comme l'image ici, elle est parfaite. Puis vous mélangez frénétiquement pendant 2-3 minutes. Vous mélangez. Vous attendez 24 heures, vous laissez reposer. Okay. Et puis vous allez voir apparaître 3 couches. La première, c'est l'argile, puis les limons, et puis les sables. En fait, c'est la plus petite granulométrie à la plus grosse granulométrie. Ensuite, vous prenez des mesures. Vous prenez une règle comme ça. Et puis vous mesurez, et vous faites le pourcentage de chaque élément. Okay. Donc de l'argile, des limons et des sables. Et puis vous allez récupérer sur la formation là, que je vous donnais juste avant, je donne cette image-là, sinon vous la retrouvez sur Google assez facilement. Ça vous donne donc si par exemple j'ai disons 20% d'argile, 40% de limon et 40% de sable, je me trouve ici à peu près. Voilà, donc vous savez que vous avez un sol limoneux. Voilà, si vous avez un peu plus d'argile, vous serez dans du limon argileux, plus d'argile dans le sol argileux. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que chaque type de terre a des avantages et des inconvénients. Donc vous devez à peu près savoir à quoi vous attendre. Par exemple, c'est un sol sablonneux. Alors c'est un sol qui va être très meuble. Ça veut dire que les plantes qui ont des racines vont pouvoir très facilement aller faire des grandes racines qui vont pouvoir aller en profondeur. Okay. Donc par exemple, si vous voulez faire des radis ou des oignons, ça va être très simple. Okay. Par contre, le sable ne retient pas l'humidité et très difficilement les nutriments aussi. Ça veut dire que vous allez souvent avoir un sol qui va s'assécher très vite ou qui va manquer de nutriments. Ça, ce sont les inconvénients. Donc pour le court terme, c'est super. Pour le long terme, c'est plus embêtant. Les limons, c'est à peu près pareil, mais avec plus de nutriments dans le sol. Okay. Le sol argileux, par contre, c'est le meilleur sur le long terme, mais il est plus embêtant sur le court terme parce qu'au début, il va être très compact. Okay. Donc les racines vont avoir plus de mal à rentrer dans le sol. Donc vous allez avoir des plants un peu plus chétifs la première année ou les 2 premières années. Par contre, une fois que le sol va être vivant, qu'il y aura plein de vers de terre qui vont creuser des galeries et que les racines auront déjà ameubli le sol, ça va être parfait. Pourquoi? Parce que l'argile agit comme une éponge et absorbe l'eau et les nutriments. Voilà, donc c'est l'idéal. Ok. Observation que vous allez faire sur votre terrain. Je vous montre toujours deux terrains. Ok, ça c'est un petit terrain de banlieue, c'est à peu près 250 mètres carrés. Ici, on a 1 hectare. C'est un peu plus grand, donc on ne va pas tout à fait le faire de la même manière. Sur mon petit terrain, je vais essayer d'aller dans le détail. Voilà, je note ici, j'ai du plein soleil. Là, j'ai du plein soleil. Ici, autour des bâtiments, autour des arbres, c'est plutôt de la mi-ombre. Et sous les arbres, voilà, c'est de l'ombre. Au nord du bâtiment, c'est de l'ombre. Pourquoi ça va être important? Parce qu'après, quand on voudra placer, par exemple, le potager ou des arbres, eh bien, on voudra les mettre de préférence en plein soleil. Okay. Donc, ça donne déjà des zones potentielles pour aller mettre un potager. Ici, plein soleil. Ici, plein soleil. Dans le cas de... je vous montre vite fait, là, d'un terrain plus grand comme ça, si je regarde le soleil, j'y vais grossièrement, pas besoin d'aller trop dans le détail, je vois clairement ici c'est du plein soleil, ici c'est du plein soleil, ici c'est du plein soleil, donc je sais que mon potager il va se trouver soit ici sur la gauche, soit ici sur la droite. Okay. Je continue. Ensuite, on va regarder le vent. Là, donc ça, ce sont les énergies. Okay. Le soleil, c'est une énergie qui passe sur le terrain, et nous, ce qu'on va toujours vouloir faire, c'est stocker l'énergie le plus longtemps possible sur notre terrain. Dans le cadre du cas du vent, on va vouloir s'en protéger à moins de faire une éolienne. Okay. Le vent, notez d'où vient le vent. Okay, parce que le potager, s'il y a beaucoup de vent à votre potager, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos plants vont faire des super tiges bien solides, donc vont mettre l'énergie dans les tiges, dans les racines pour bien s'enraciner, mais moins dans les fruits. Alors que quand on fait un potager, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des fruits. Okay, donc on va vouloir protéger un petit peu notre potager. Donc regardez d'où va le vent. Ici, moi, par exemple, j'ai un vent d'ouest. Donc il vient de l'ouest. Ici, il vient jamais de l'est. Donc je sais qu'ici, j'ai un corridor où j'ai
au jet du vent. Donc, qu'est-ce que ça me dit comme information? Que peut-être, si je mets mon potager ici, je vais devoir mettre une petite haie brise-vent. Peut-être que je vais devoir mettre une vigne sur ma clôture qui va venir protéger un petit peu du vent mon potager. Une chose aussi, c'est que l'hiver, nous, ce qu'on veut surtout, c'est protéger la maison. Donc, avec des arbustes à feuillage persistant, comme les cèdres, les thuyas, ou bien des épinettes, des sapins. Okay. L'été, le vent vient pas toujours de la même direction, donc observez ça aussi. Et l'été, on va vouloir plutôt protéger le potager. Okay. Donc, deux choses différentes, avec des arbustes à feuillage caduc. Donc, ça veut dire qu'il y a un feuillage l'été, et pas l'hiver. Et en plus, une haie, on peut la faire nourricière, hein, on peut aller mettre plein de petits fruits qui se mangent. Okay. Donc ça, c'était pour le vent. Ensuite, une autre énergie, l'eau. Quand il pleut sur notre terrain, eh ben, l'eau, elle tombe et puis elle s'en va. Elle va dans les égouts, enfin, elle s'en va, ou bien elle va dans le sol un petit peu. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est la stocker le plus possible sur notre terrain, parce qu'on voit apparaître des saisons, des périodes beaucoup plus sèches, de sécheresse. Okay, et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est se protéger de ces saisons-là, du manque d'eau. Donc on va vouloir stocker un maximum d'eau. Comment est-ce qu'on stocke l'eau? Le plus simple, si vous avez une maison, c'est de récupérer l'eau de pluie. Donc toute l'eau qui va tomber sur votre toit, récupérez-la dans des bassins, là où il y a les gouttières. On va pouvoir faire des mares. Regardez aussi, si vous avez des zones humides, par exemple, à la fin de l'hiver, vous allez voir peut-être qu'il y a des endroits qui vont être beaucoup plus humides que d'autres. Ça veut peut-être dire qu'il y a un petit dénivelé, ça veut dire que l'eau vient s'écouler là, elle reste. Et si elle reste longtemps, peut-être que ça veut dire aussi que vous avez un sol plutôt argileux qui retient l'eau. Okay, regardez, voilà, si vous avez des drains, si vous avez une source d'eau, notez tout ça, toutes ces informations-là. Okay, on va les utiliser après. Le dénivelé. Est-ce que vous avez du dénivelé sur votre terrain? Pourquoi c'est important le dénivelé? Bah, regarde, par exemple ici, vous voyez une petite montagne, l'eau tombe, ok, donc elle s'écoule perpendiculaire aux courbes de niveau, d'accord, et on voit qu'il y a des endroits où elle va venir se concentrer. Ici, par exemple, dans ce qu'on appelle une vallée, donc c'est vraiment le croisement là entre les deux petites montagnes. On va avoir beaucoup d'eau, l'eau qui ici va venir se concentrer ici, alors qu'ici on en aura beaucoup moins. Elle va tomber, elle va s'écouler. Nous, ce qu'on va vouloir faire en permaculture, bon, je ne sais pas si vous avez une maison ou un gros terrain, mais dans le cas, voilà, vous avez un plus gros terrain, juste rappelez-vous, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher l'eau qui est concentrée ici pour aller la restituer aux endroits où il y en a un petit peu moins. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer ce qu'on appelle une baissière, ou bien le mot anglais, c'est keyline design. Okay, une baissière, c'est quoi? C'est ici dans votre pente, on fait un petit creux. On creuse, en fait, tout simplement en haut de la pente, et bien en bas de la pente, on ramène la terre qu'on a creusée, on fait une butte. Et sur cette butte, on va planter des arbres et des buissons, des plantes, pour aller structurer le sol. Et toute l'eau, en fait, plutôt que de s'écouler, elle va venir dans notre bassin, et puis elle va tout doucement pénétrer le sol. Ce qui fait qu'au fil des années, notre sol va être de plus en plus gorgé d'eau. Et c'est absolument ça qu'on veut, parce que même s'il fait sec, même s'il pleut pas beaucoup, cette petite baissière, cette petite rigole ici, va avoir stocké l'eau dans le sol. Encore une observation hyper importante, c'est l'accessibilité. Pour moi, je l'utilise tout le temps, celle-là, c'est par où est-ce que vous passez naturellement sur votre terrain. Donc, notez, comme j'ai fait là, en fait, je fais des petits pointillés pour dire, bah, ma rue, elle est là, en fait. Donc, ma voiture, quand je la gare ici. De ma voiture, je viens ici, je rentre par l'entrée principale. Donc, souvent, je fais ce passage-là. Ok, je le note. Parce que ce qu'on va vouloir, c'est placer les choses de manière efficace. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de se déplacer juste pour aller, par exemple, déposer des choses au compost. On voudra, pendant qu'on se déplace, par exemple, pour aller voir les poules, on va mettre le compost, on va pouvoir regarder les tomates, on va pouvoir donner à manger et à boire aux poules. Okay, on fait plusieurs choses en même temps. Donc, regardez votre accessibilité. Où est votre cuisine aussi? Qu'est-ce que vous voyez de votre cuisine? Parce que dans votre cuisine, on y est souvent. Par exemple, de ma cuisine, je pouvais voir mon jardin et je pouvais voir parfois il y avait une marmotte qui se promenait. Je dis, ah, la marmotte elle est là, attention, et je peux agir. Et puis je peux voir si j'ai mes plantes ici, je peux voir mes plantes et je peux dire, ah ben tiens, elle a besoin d'eau celle-là, je devrais aller faire quelque chose. Okay, donc hyper important de noter les zones où vous passez souvent et les zones que vous voyez régulièrement. Donc depuis ma terrasse, moi je vois cette zone-là beaucoup. Depuis ma cuisine, je vois cette zone-là et on voit que c'est un endroit où je passe souvent pour aller de mon cabanon à ma terrasse. Okay, donc notez tout ça. Yes. Quelques autres observations. Je vous les donne vite fait. Il y a les vues. Qu'est-ce que vous voulez cacher sur votre terrain? Est-ce que vous avez un voisin que vous ne voulez pas voir? Est-ce que vous avez une route? Est-ce que vous avez une usine? Okay. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Ou à l'inverse, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous avez peut-être une belle montagne, une belle rivière, vous ne voulez pas la cacher. Donc notez ça aussi.
Au niveau des activités humaines, peut-être que sur votre terrain, vous avez une dalle de béton, vous avez une fosse septique, vous avez des drains, des câbles électriques, vous avez du bruit, donc vous voudrez vous protéger. Vous avez peut-être des champs à côté qui épandent des pesticides, donc vous voudrez vous protéger aussi. C'est quoi le règlement? Ici à Québec, par exemple, on a droit à 4 poules, pas 10. Donc on ne va pas faire un design qui inclut 10 poules, on va faire un design qui inclut 4 poules. Donc regardez tout ça. La faune et la flore, est-ce qu'il y a des corridors? Est-ce qu'il y a des animaux qui passent sur votre terrain? Est-ce qu'il y a des nids? Est-ce que vous voyez des prédateurs? S'il y a des prédateurs, il y aura aussi les proies. Hein, s'il y a des rapaces, il y aura des rongeurs. Quelles plantes poussent déjà sur votre terrain? Par exemple, si vous voyez du pissenlit ou du plantain, ça veut dire que vous avez probablement un sol qui est très compacté, donc un sol argileux probablement. Ça vous donne des indications, tout ça. Puis d'autres choses aussi, les microclimats. Voilà, est-ce que vous avez un petit muret de pierre? C'est un muret de pierre, il va accumuler la chaleur pendant la journée, il va la restituer pendant la soirée. Donc ça va créer un microclimat. Les ressources locales, plutôt que d'aller acheter des copeaux de bois qui viennent de je ne sais pas où. Est-ce que vous avez un élagueur à côté de chez vous? Peut-être qu'un élagueur, lui, a plein de copeaux, il ne sait pas quoi en faire, peut-être même qu'il doit payer la déchetterie pour aller s'en débarrasser. Vous pouvez peut-être le contacter et lui dire, viens déposer tous tes copeaux de bois chez moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous voudrez faire des jeux d'enfants? Ça veut dire qu'on va pas mettre un potager partout. Vous savez qu'il y a des endroits où on gardera peut-être du gazon. Okay. Quel est le temps que vous avez à consacrer? Peut-être une demi-heure le soir, une heure, peut-être 3-4 heures par jour. Voilà. Et puis les moyens aussi. Est-ce que vous allez tout acheter dans une pépinière ou est-ce que vous allez plutôt troquer les plants? Est-ce que vous allez échanger des semences? Est-ce que vous allez apprendre à bouturer? Est-ce que vous allez apprendre à faire du greffage? Okay. Ok, petite pause. Ça, c'était les observations. Donc, je vous montre vite fait dans Photoshop mes observations. Je note tout. Je note le soleil. Voilà, j'ai noté l'eau. Donc, ici, on avait une gouttière. Ici, en haut, une gouttière. Il y avait une petite rivière, pardon, un petit ruisseau. Le vent, voilà, on a un vent qui est gênant du nord-nord-ouest. Les limites du terrain, voilà, j'ai dessiné les limites de mon terrain, j'ai noté les arbres, ici j'ai des arbres qui poussent, je note quelle essence pour savoir quelle hauteur ça va aller à maturité. L'accessibilité, voilà, ici j'ai noté l'emplacement de la cuisine, les passages qui se font souvent, voilà, c'est de la maison vers l'étable ici, tous les jours ils passent là, donc ça je le note. Il y a une fosse septique ici, je la mets parce que ça veut dire que là je pourrais pas mettre d'arbres. Donc c'est important. C'est un bel endroit qui est en plein soleil, mais je ne peux pas mettre d'arbres, donc c'est important de savoir. Il y a un petit dénivelé. Qu'est-ce que ça me dit, ce dénivelé? Ça veut dire que l'eau va probablement rester ici. Donc s'il pleut, il y a beaucoup d'eau qui va être stockée là, donc c'est peut-être un potentiel bon endroit pour mettre un étang ou une petite mare. Okay. Qu'est-ce qui va être détruit? Ce bâtiment-là va être détruit, donc je peux faire mon design sans ça. La route, elle va être détruite aussi, elle va s'arrêter ici. Donc voilà, je note toutes mes informations et dans Photoshop, je peux les superposer. Ça ressemble à ça. Hyper pratique en fait. Je continue. Les zones maintenant. Les zones en permaculture. Les zones en permaculture, c'est quoi? On définit 5 zones. On peut en définir plusieurs, mais 5 c'est déjà pas mal. Okay, c'est quoi les zones? Ça ressemble à ça. Okay, donc on va définir des zones sur notre terrain, de la première à la cinquième. La première, elle demande beaucoup d'attention. Donc c'est une zone dans laquelle on va aller tous les jours. Okay, et à l'inverse, la zone 5, c'est une zone dans laquelle on ne va jamais aller. Donc, c'est une zone qu'on laisse sauvage pour la biodiversité. Okay, donc dans ce cas-là, elle est beaucoup plus éloignée. Et puis entre la zone 1 et la zone 5, il reste 3 zones qui demandent plus ou moins beaucoup d'attention. Donc ça, je vous en parle tout de suite. Donc dans le cas d'un petit terrain, j'ai pas 5 zones, j'ai juste 3 zones. Donc c'est adapté aussi à la taille de votre terrain. Dans celui-ci, c'est 2 hectares. Dans celui-ci, c'est 250 mètres carrés. Donc juste 3 zones. On pourrait éventuellement trouver une zone 4, mais voilà, elle n'est pas très grande. Je vous explique. Maintenant, on va aller placer les différentes zones. Donc la zone 1, c'est vraiment la zone où on va plusieurs fois par jour. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre le potager. C'est dans cette zone-là qu'on va mettre la serre. C'est dans cette zone-là qu'on va mettre les aromatiques. Je vous montre tout de suite dans le cadre d'un petit terrain comme ici. Comme je vous disais, moi je passe souvent dans cette zone-là. Ma terrasse elle est là, ma cuisine elle est là, donc je vois ça tout le temps. C'est une zone qui est ensoleillée ici. Donc j'ai en plus j'ai de l'eau. Donc pour mon potager, c'est important d'avoir de l'eau ici et de l'eau ici, donc c'est parfait. Donc clairement, ma zone 1, je la fais ici. Ensoleillement, voilà. Clairement ici, ça c'est ma zone 1. Donc c'est l'endroit où moi je suis tout le temps. Plusieurs fois par jour, je suis ici. Donc quand je fais des choses dans mon terrain, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe ici. Donc c'est là que je vais aller mettre mon potager. Ma serre et mes aromates. Mes aromates, je les mets vraiment proche de ma cuisine. Donc comme ma cuisine elle est ici, je mets mes aromatiques ici, vraiment, tu vois. C'est-à-dire quand je fais à manger, c'est en train de chauffer, je peux vite sortir, cueillir quelque chose et puis retourner dans la cuisine. Okay. C'est vraiment très facile.
Suivant. La zone 2, ben, c'est vraiment une zone qui va être en périphérie de la zone 1. C'est une zone où je vais un petit peu moins souvent, donc c'est une zone qui a besoin d'un petit peu moins d'attention. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre les animaux qui demandent de l'attention, mais pas trop, comme les poules, les lapins. Mes poules, je dois y aller une fois par jour, mais après le reste de la journée, elles sont tranquilles. Si je sais qu'elles ont de l'eau, je sais qu'elles ont à manger, j'ai pas besoin de toujours voir ce qui se passe. Ok. C'est là que je vais mettre le compost aussi. Le compost, j'y vais tous les 2 jours à peu près. Là dedans que je mets aussi des fruits et des légumes qui demandent peu d'entretien. Donc des vivaces, ça va être des framboisiers, des camerises, des cassis, des groseilles, gadelles, des fraises. Voilà, plein de vivaces qui se débrouillent bien, que j'ai pas trop besoin d'arroser, mais qui produisent quand même régulièrement. Ça veut dire qu'elles ne vont pas produire une fois sur l'année, elles vont produire plusieurs jours sur l'année. Okay, donc je dois être là. Dès qu'une framboise est prête, après 2-3 jours, elle est plus bonne. Okay, donc je dois vite la manger. Donc elle doit être un endroit où j'ai quand même un peu de visibilité. Donc je vous montre directement sur le design ici. Toujours en périphérie de zone 1, ça marche bien. Et le long des chemins, comme je vous avais montré ici, je passe tous les jours ici, parce que c'est là que je sors de ma maison. Okay, par contre, quand je suis en train de sortir de chez moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps pour commencer à arroser, regarder que tout va bien, s'il y a des maladies, tout ça. Donc ici, moi, je fais plutôt de la zone 2. Okay, donc je vous montre à quoi ça ressemble ma zone 2, c'est ça. Donc ici, j'ai plein de groseilles, j'ai plein de framboises. Donc avec mes enfants, quand on va à l'école, on prend un petit 10 secondes, 20 secondes pour cueillir quelques framboises quand elles sont mûres. Quand on revient de l'école, pareil, ça fait un petit snack, un petit goûter. Moi, je trouve ça super, génial. On met aussi toutes les cerises de terre ici. Voilà, ça produit en masse, mais ça n'a pas vraiment besoin d'entretien. C'est vraiment très facile. Donc ça, ici, c'est ma zone 2. Okay. Je retourne ici. Dedans, on met aussi la mare aussi éventuellement. Une mare, c'est super important. On n'y pense pas toujours, mais la mare, ça va ramener beaucoup de biodiversité, ça va stocker de l'eau, ça va ramener des prédateurs qui vont nettoyer le potager. Par exemple, des batraciens, par exemple des libellules. C'est vraiment super d'avoir ces animaux-là dans le potager. Donc, si vous avez une gouttière quelque part, n'hésitez pas à faire une petite mare. Okay, on va plutôt mettre à l'ombre pour éviter qu'elle ne s'assèche trop vite. Okay, donc, si je vous montre mon design, moi, j'ai créé une petite mare ici, voilà, en bordure de zone 1, zone 2. Ici, j'ai beaucoup d'ombre, donc c'est un bon endroit. Et mon compost, je l'ai fait intéressant. J'ai fait mon compost avant de faire un design. Et donc, j'ai été le mettre à l'endroit le plus éloigné de ma maison, finalement. Quoi. Donc, quand je sors de ma cuisine, je dois faire tout le tour, passer une barrière, et j'arrive dans mon compost. Si je l'avais fait après avoir fait mon design, j'aurais placé mon compost probablement proche de mes poules. J'ai mis mes poules ici, en fait, parce que si on regarde l'ensoleillement, j'ai de l'ombre ici. Et les poules, le poulailler, en tout cas, c'est bien qu'il soit à l'ombre, mais les poules, elles vont aimer du soleil. Donc, le poulailler à l'ombre, parfait. Et mes poules, elles se baladent ici un petit peu, ou peuvent aller chercher le soleil. Et j'ai remis le compost probablement ici aussi à l'ombre, à côté de mes poules. C'est un très bon endroit. Mais voilà, aujourd'hui, je dois faire un passage. Je dois marcher ici uniquement pour le compost. C'est pas hyper efficace. Surtout l'hiver, quand il y a beaucoup de neige. Ok, je continue. Zone 3. Alors, zone 3, c'est vraiment une zone où on y va de manière plus ponctuelle. Par exemple, on va dire qu'on met le verger. Donc le verger, quand est-ce qu'on a besoin de s'occuper du verger? On s'occupe du verger là maintenant en fait en mars pour la taille et puis pour la production, pour la cueillette en septembre plutôt. Mais entre les deux, on n'a pas tellement besoin de s'en occuper. Donc on n'a pas besoin de toujours le voir. Donc on va mettre le verger dedans. Pareil pour les grosses cultures comme les céréales, le maïs et les pâturages. Donc les gros animaux, les chevaux, les vaches, les moutons. Okay. Qui demandent moins d'entretien. Donc je vous montre de nouveau vite fait moi comment j'ai fait. J'ai mis ma zone 3 ici, en fait, tout ce qui est en vert foncé. Donc c'est ici que j'ai mis ma forêt nourricière, j'ai planté mes arbres fruitiers, et ici en bordure que je mets mes arbres aussi. Voilà, ici c'est parfait. C'est une zone que je vois d'ailleurs, de toute façon parce que je passe en voiture, mais je peux la laisser tranquille. Ok, continuons, je vois qu'il reste 15 minutes. Zone 4, c'est la zone semi-sauvage. Donc là, de nouveau, je l'ai pas trop sur mon terrain de banlieue, mais sur un terrain d'1 hectare ou 2, j'ai d'office une zone 4, c'est sûr. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre des grands arbres à fruits, les noyers, les carriers, le tilleul, le bouleau, les érables. Okay, donc c'est des arbres, on va pas les tailler, on va pas vraiment les entretenir, on va juste les laisser vivre leur vie, et puis de temps en temps, on va venir prendre quand il y a des fruits qui sont prêts. S'il y a un arbre qui tombe, on va le récupérer pour le bois de chauffage. C'est dans la zone 4 aussi que je mets toutes mes haies brisements, donc moi mes contours de terrain,
c'est une zone 4 qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Je plante, je laisse pousser, et puis de temps en temps, je viens prélever, je viens nettoyer, mais très peu. Dedans, on peut aussi mettre un étang, dans la zone 4, dans la zone 5, un étang, mais qui est vraiment pour la biodiversité, qui est pour les animaux sauvages, faire venir des animaux sauvages, parce que les animaux sauvages sont souvent des prédateurs, pas toujours, mais peuvent être des prédateurs qui vont venir nettoyer, équilibrer tout notre écosystème. Donc tout ce qu'on met comme élément qui attire de la biodiversité, c'est toujours bénéfice, toujours cool. Ok. Et enfin, la zone 5, c'est une zone voilà, vraiment pour la biodiversité. On n'y touche jamais. S'il y a un arbre qui tombe dans la zone 5, eh bien, on le laisse par terre et puis il va être décomposé au fil des ans par les champignons, par les insectes, par les vers de terre. Tout ça. On le laisse tranquille. Okay, ça va servir à plein de biodiversité. Donc on fait venir toute la biodiversité dans notre écosystème via la zone 5 principalement. Enfin, pas que, mais c'est vraiment une zone qui est dédiée à la biodiversité. Okay, donc c'est important d'y penser. On n'y pense pas toujours. On pense que tout doit être productif pour nous, mais on laisse une partie aussi à la biodiversité. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai montré pour mon petit terrain de banlieue. Et ici, pour un plus grand terrain de 2 hectares, ici, on a voilà, toutes les zones. Donc proche de la maison, la zone 1. En bordure de zone 1, on a la zone 2. Puis la zone 3, ici, on a un mélange de pâturage, un mélange de verger. Ici, on a un grand verger parce qu'il est en plein soleil. Ici, on aura une petite habitation, mais on ne veut pas avoir un potager. Donc uniquement zone 2. Donc des petits fruits vivaces qui produisent un petit peu. En bordure, on fait encore un verger. Et tout autour de mon terrain, j'ai de la zone 4. Et puis ici, tout au bout, l'endroit le plus éloigné, j'ai de la zone 5. On laisse tranquille, c'est pour la nature. Okay, voilà, maintenant vous avez toutes vos observations. Vous avez défini les zones, vous savez ce qu'on met dans les zones. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer les éléments dans l'écosystème. Donc reprenez votre PowerPoint, reprenez votre Photoshop ou votre stylo et votre papier. Et placez un élément. Alors on peut dire que ça, c'est un arbre. On peut. Mais c'est pas très sexy, je trouve. Okay, on peut très facilement, sans effort supplémentaire, récupérer des images comme celle-ci. Et ça va être beaucoup plus agréable de se projeter dans l'écosystème, dans le design, avec ce genre d'images-là. Des images comme ça, j'en ai plein, je vous les donne. C'est des images que moi j'ai récupérées dans une formation en permaculture, voilà, c'était libre de droit. C'est un cadeau de l'Université des Colibris. J'ai mis les images sur ma page du Rhôque. Et je pense que je peux aussi vous les donner en commentaire là. Donne-moi une petite seconde. Ah, super, super. Ok, c'est sur mon kiosque, mais voilà. Allez chercher sur mon kiosque. Si jamais vous les trouvez plus, si c'est compliqué, envoyez-moi un message, je vous les envoie. Ok, c'est hyper simple. Si ça vous suffit pas, Internet, Google, vous tapez clip art, top view. Et puis ce que vous cherchez. Dans ce cas-là, j'ai fait Garden. Et ça vous donne plein de petites images comme ça que vous pouvez les récupérer pour aller créer votre design. Donc par exemple, vous avez une grande image comme ça qui a plein de petits éléments. Hein, des arbustes, des arbres, des rochers, une piscine, un lac, une terrasse. Super. Si vous voulez un tree, un arbre, tapez Clip Art Tree Top View. Si vous voulez des fleurs, flowers, etc., etc. Donc c'est hyper facile d'aller chercher des images pour faire votre design. Un résultat. Voilà, ça c'est le tout premier design que j'avais fait quand je suis arrivé chez moi. Pardon. Ça ressemble à ça, voilà. Et donc c'est hyper simple à faire et ça, c'est agréable à regarder, je trouve, c'est assez beau. Et c'est marrant parce que ce design, je l'ai fait il y a quelques années, mais il ressemble pas à ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous en reparle tout à l'heure. Ça, c'est un design aussi que j'ai fait avec mes outils pro. C'est juste pour voir la différence. Ça, c'est hyper simple à faire avec Photoshop ou PowerPoint. Et ça, c'est ce que moi je fais avec mes outils pro. Donc, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Okay. Donc, ça, c'est le design que j'ai fait pour une cliente. Alors, bon, moi, je l'ai fait en 3D. Et voilà, c'est parce que je viens du monde du jeu vidéo. Donc, pour moi, c'est pas tellement compliqué. Donc, je vous montre vite fait. Quand je fais un design comme ça, moi je le fais pour que la personne puisse se projeter dedans et puis ça lui sert vraiment de plan en fait, quoi. Donc on a fait la zone 1 ici, ça c'est l'habitation. Donc c'est un chemin ici qu'il emprunte souvent. Donc j'ai fait le potager de part et d'autre parce qu'il a mis son poulailler ici. C'est peut-être pas le meilleur endroit, mais c'est là qu'il est, donc je fais avec. Potager de part et d'autre, tous les chemins, on peut les utiliser pour mettre des barrières, pour mettre je sais pas si on voit très bien, mais voilà, on peut mettre des pergolas, on peut mettre des barrières. Au-dessus, on peut aller mettre des grimpantes, des kiwis, des vignes.
À côté du poulailler, c'est une zone où il y avait beaucoup d'eau qui stagnait ici à la fin du printemps. Donc c'est un bon endroit pour y mettre une mare de biodiversité. En plus, l'eau qui tombe sur le poulailler, on peut la récupérer pour alimenter la mare. Interaction entre les éléments, ok. Le potager, comme il est concentré ici, entre les chemins, on peut l'enfermer, mettre des barrières tout autour, on met des vignes, des kiwis dessus qui grimpent. Comme ça, les poules, on peut les laisser en liberté en dehors, elles vont pas dans le potager et elles viennent nettoyer tout le verger que j'ai mis ici sur le côté. On a une serre qui est là aussi. Cette zone-ci, elle est un petit peu plus à l'ombre, donc c'est zone 3, c'est un pâturage, etc. etc., etc. En zone 4, ici, entre, je mets ma haie brise-vent. J'ai un verger ici, plein d'espace pour être un verger. Si elle n'a pas le temps de faire un verger, ça peut rester une zone 4, on plante des grands arbres et puis on laisse faire, etc. etc. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des outils un peu plus pro, plus complexes aussi, mais plus pro. C'était juste pour vous donner une petite idée. Je vais terminer, je suis à peu près dans les temps, c'est cool, par une petite phrase qui va être importante. Et je vous le montrais justement avec l'exemple juste avant, c'est que le design, ton design, tout comme toi, il va évoluer au fil du temps, au fil de tes compétences, au fil de tes connaissances, au fil de tes observations. Donc quand je vous montre mon design à moi ici, j'avais imaginé que je mettrais l'étang là, mais comme j'ai un fil électrique, c'était pas tellement une bonne idée, c'est en plein soleil. Aujourd'hui, mon étang, je l'ai mis là. C'est voilà, c'est avec mes observations, je fais modifier mon design. Et ça va être la même chose pour vous. Donc vous allez faire un premier design, il va refléter vos connaissances actuelles. Et voilà, au fil du temps, vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous allez observer un peu mieux votre écosystème. Et vous allez faire évoluer votre design avec vous. Donc c'est tout à fait normal qu'au fil du temps, votre design évolue. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Merci. Si vous avez des questions, on va avoir un petit moment entre nous là maintenant, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. On peut discuter. Je suis disponible même sur Facebook aussi, beaucoup. Vous pouvez me contacter. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi oui. Si vous avez des questions sur votre design, posez-moi des questions. Si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, je peux vous accompagner, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une belle agradation de votre écosystème et puis voilà, de la belle permaculture, quoi, et plein d'abondance et de fruits et de légumes.